Voici un nouvel épisode occulte. Toutes les œuvres dont on va parler se trouvent dans la description de l'épisode. Vous y trouverez également les liens pour nous contacter ou simplement nous dire bonjour. N'hésitez pas à nous suivre et bonne écoute. On est de retour pour un nouvel épisode de Cult Podcast et aujourd'hui on va se concentrer sur l'hôtel. L'hôtel, c'est un endroit parfois hypocrite, parfois un endroit de découverte, surtout un endroit de transit, en permanence en mouvement. Et donc aujourd'hui, j'accueille Thibaut. Comment ça va? Salut Max, ça va bien et toi? Ça va bien. Je veux dire que hier, j'ai terminé le film The Shining de Kubrick. Et c'était en fait la première fois que je le voyais, donc c'était sur ma liste depuis pas mal de temps. Et moi, j'avais toujours repoussé. Je m'étais dit qu'il fallait que je le regarde en plein milieu de la journée pour pas avoir de cauchemar par après. Finalement, je me suis lancé et je dois dire que peut-être que c'est l'exemple d'une œuvre qui a été tellement découpée, dont on a réutilisé tellement de passages dans des films, dans des mèmes, etc., qu'au final, quand on le regarde, on n'est peut-être pas aussi pris par l'intensité du film et par les moments de terreur, d'horreur ou de tension. Donc, je dois dire que j'ai peut-être été un petit peu déçu, mais aussi j'avais été pas mal spolié par l'histoire. Et on en parlait un petit peu juste avant, il y avait cette scène, la scène dont tu parles, c'est sûrement celle où Jack Nicholson passe la tête par la porte. Oui, ouais, exactement. Moi, je ne connais que ça du film. D'accord. Et sinon, c'est vrai qu'il y a vraiment pas mal de symboles qui reviennent assez souvent. Il y a par exemple les deux jumelles qui arrivent en flash un peu subliminal. Oui, ça aussi, oui. Ça aussi, c'est une scène que je connais. Peut-être de vague de sang qui sort de l'ascenseur. J'ai trouvé que le film était quand même plutôt bien réalisé. Peut-être un point négatif, c'était sur la performance de la femme de Jack Nicholson dans le film. Parce que j'avais l'impression qu'elle surjouait peut-être un petit peu. Et après, j'ai fait des petites recherches. Et de ce que j'ai compris, c'est en fait Kubrick qui avait essayé de la mettre dans un état de transe et d'angoisse et d'énervement si extrême que, à mon avis, ça transparaissait après à l'écran. Et j'ai vu qu'il y a pas mal de gens qui étaient assez troublés par son jeu d'actrice. C'est Kubrick qui l'avait un petit peu même abusé moralement sur le site du tournage, avec notamment en forçant parfois les acteurs à rejouer une scène une centaine de fois. Je pense qu'il y a une scène assez connue qui est la scène de l'escalier, où elle essaie de se défendre de Jack Nicholson, donc elle a une batte de baseball. Et apparemment, cette scène a été rejouée 127 fois. C'était jamais lent. Et pour un acteur, c'est aussi fatigant mentalement, j'imagine, de devoir rejouer encore et encore. Apparemment, ça a aussi un petit peu brisé cette actrice par la suite qui n'a plus joué dans grand-chose de très important, alors qu'à l'époque, c'était quand même pour jouer pour Kubrick avec Nicholson. C'était pas Et si elle, mal. et elle s'appelle comment, donc, cette actrice? Il faudrait que je Parce que le vérifie. fait que tu ne connaisses pas le nom est finalement assez significatif, quoi. Oui. Donc, le nom de l'actrice, c'est Shelley Duvall, Ah ouais, je ne connais pas. qui a d'ailleurs un physique assez particulier. Et ça, c'était pas mal aussi. Je trouvais que on a en fait une famille qui est une famille vraiment habituelle. Donc, au lieu d'avoir, par exemple, des top modèles qui joueraient les rôles, au lieu d'avoir peut-être, par exemple, DiCaprio ou Brad Pitt qui jouent le rôle, là, on a vraiment une famille qui est déjà un peu au bord de la dérive au moment de rejoindre l'hôtel. Donc, l'idée, c'est qu'ils vont tenir l'hôtel comme en tant que concierge le temps d'un hiver, parce que l'hôtel est vidé à ce moment-là. Et puis, c'est l'isolement qui pousse Jack Nicholson à la folie et qui va être poussé à répéter ce qui s'est passé par le passé aussi. Donc, ces jumelles ont été aussi assassinées par le concierge précédent, il y a un demi-siècle. Et donc, l'hôtel a cette influence sur lui. Donc, je vais m'arrêter là. Donc, pas dire que c'est un spoil, étant donné que le film a 40 ou 50 ans, donc on est loin du spoil. Oui. Mais je pense que le film a mieux plu que le livre. J'avais passé le livre en revue. Peut-être c'est le style d'écriture de Stephen King qui m'avait pas tant parlé que ça. Je le connais que de nom. Le film vaut quand même la peine d'être vu. C'est aussi un film assez connu, étant donné que Stephen King a dit l'aimer et le détester à la fois. Donc ça, c'est quelque chose qui l'a Mais marqué pourquoi? aussi. Pourquoi aimer et détester? Je pense que Stephen King voulait se concentrer sur l'explosion du noyau familial, sur l'alcoolisme et sur la folie,
Et je pense que Kubrick s'est pas trop concentré sur l'alcoolisme et sur le côté une famille qui est en train de se désagréger. Donc ça a peut-être été mis de côté. C'est ce qui a dû le pousser à penser que le film qu'il avait détesté le film. Mais à côté de ça, il y a aussi niveau symbolisme, niveau architecture. Donc il y a un labyrinthe qui est rajouté par Kubrick, qui a un rôle assez important, qui a une forme plutôt carrée, un peu comme l'hôtel. Donc on voit par exemple, il y a quelques scènes où le fils va faire tout le couloir de l'hôtel en boucle sur son petit tricycle. Et donc on le suit de très près avec la caméra. Donc c'est aussi une scène plutôt connue, je dirais. Donc certains thèmes ont été laissés de côté, ça n'avait pas trop plu à Stephen King, mais il avait aussi apprécié d'autres parties qui avaient été proposées par Kubrick. Donc ça c'était pour la partie de Shining, donc tout se passe en plein hiver aux États-Unis, dans la nature profonde. Donc là c'est évidemment peut-être une transition facile sur l'hôtel New Hampshire, mais qui, malgré son nom, la plus grande partie de l'histoire ne se passe pas dans ce comté aux États-Unis, mais bien à Vienne, c'est ce que tu me disais. Oui, exactement. Justement, avec le choix de ce thème, moi, j'avais absolument envie de parler de ce livre-là, qui était un peu un livre de chevet, quoi. Donc, je pense que je l'ai eu qu'une seule fois en plus, hein. Donc, c'était il y a 8 ou 10 ans. Donc, quand même, quelques années, quoi. Il y a eu plusieurs dizaines de livres lus depuis. Et pourtant, c'est quelque chose qui m'a vraiment énormément marqué. Et au moins autant que Garp, le précédent roman de John Irving. Donc, je d'abord un petit peu de contexte. Donc, en fait, c'est le 5e roman de John Irving. Donc, il avait écrit d'abord 3 bouquins au succès assez confidentiel, pas vraiment remarqué par la critique non plus, ou alors succès d'estime, on va dire, mais sans plus. Et puis donc en 78, on a Le Monde selon Garp qui sort, et là qui est un smash absolu, puisque succès critique et public, il en vend des millions d'exemplaires, il est traduit dans plusieurs dizaines de langues, un film est réalisé avec Robin Williams. Et donc, à l'époque, Garp, c'est le premier roman d'ailleurs traduit en français. Et donc, 3 ans plus tard, il sort l'Hôtel New Hampshire, qui est du coup, lui, traduit l'année d'après en français. Et donc, bah là, on peut dire que bon, Garp a permis à Irving de réaliser un best-seller avec chaque fois, enfin, pour chacun de ses nouveaux romans. Mais on peut dire qu'il a été super bien accueilli par la critique. Et je trouve que c'est un peu dommage. Donc, c'est l'occasion pour moi un peu de réhabiliter ce bouquin qui souffre peut-être d'être passé juste après un très grand roman, en fait. C'est peut-être plus pour ça qu'il n'a pas été vraiment remarqué. Alors, qu'est-ce que ça raconte, en fait? Ben, évidemment, on parle d'un hôtel, mais finalement pas que d'un seul hôtel, puisque au centre du roman, en fait, on a une famille. Donc, une famille dans laquelle il y a 5 frères et sœurs et des parents. Et bah, les parents en fait tiennent un hôtel et vont tenir en fait au fil du roman plusieurs hôtels qui s'appelleront toujours de ce même nom, Hôtel New Hampshire. Donc même quand ils seront à Vienne, puisque donc au départ ils sont aux États-Unis, mais au cours du roman ils prendront l'avion donc de manière séparée. D'ailleurs, c'est un détail important pour la suite. Et ils arriveront à Vienne. C'est une famille tout à fait pas atypique, mais en tout cas certainement pas ordinaire, puisque c'est ce qui intéresse beaucoup de John Irving, c'est vraiment de raconter comme ça des personnages qui sortent de l'ordinaire, qu'on ne qualifierait pas de normaux, justement, et qui permettent d'interroger un peu c'est quoi être normal. Donc dedans, on a donc le narrateur qui est en fait le troisième de la famille, le troisième enfant. Le premier, c'est un homosexuel un peu, enfin, je pense que si je me souviens bien, qui ne s'assume pas complètement, alors que la deuxième est une fille qui est très exubérante, qui va subir aussi certains événements tragiques, mais voilà, qui en impose. Puis on a le narrateur qui est sans doute un peu plus effacé, puisque c'est ce qui lui permet de raconter. Et enfin, les 2 plus petits enfants, Lily et Egg. Lily, qui est l'écrivain de la famille, en fait, puisque c'est elle qui est toute petite et qui cherche à écrire pour grandir, selon ses propres termes. Et alors, et donc Egg le plus petit. Et à ça, en fait, on ajoute, parce qu'il faut quand même un peu de baroque, on est dans du John Irving, on a un chien qui n'arrête pas qui souffre de flatulence, en fait, qui s'appelle Sorrow. Et on a aussi un ours,
parce qu'il y a souvent des ours en fait dans les livres de dans les livres de John Irving. Et donc on suit un peu cette famille-là. Ils vont rencontrer aussi dans cet hôtel à Vienne une prostituée qui hurle qui hurle vraiment beaucoup. D'autres personnages secondaires comme un juif dresseur d'animaux, une ours intelligente, je ne dirais pas plus, des terroristes gauchistes. Voilà, donc c'est vraiment un univers finalement assez fascinant, où l'humour est très présent, mais aussi le malheur. Et c'est ça que je trouve qui me plaît beaucoup chez Irving, et en particulier dans celui-ci. Pour reprendre en fait les deux vers d'un poète qui est cité dans le bouquin, qui s'appelle par exemple Donald Justice. Je n'ai pas vérifié si ça existait vraiment, mais en tout cas, les deux vers en question, c'est comment parler du malheur et surtout du sien, sinon comme d'une chose parfaitement banale. Et ce qu'il veut dire par là, en fait, c'est que des événements tragiques, tout le monde en a dans sa vie, certains plus que d'autres, c'est sûr, mais il n'est pas nécessaire de rajouter du malheur en écrivant, en insistant très fort sur le mélo. Et voilà, donc je trouve que c'est une attitude finalement par rapport à la vie qui est intéressante en fait. Faut pas rester comme ça, se arc-bouter sur sur ses malheurs. Voilà, il y a plein de choses qui se passent à côté. Et voilà, c'est une attitude finalement vraiment qui cherche à dédramatiser. Et ça, je trouve, c'est vraiment très chouette à lire. Et donc l'humour aussi qui permet de sortir de là. Alors, donc on retrouve beaucoup des thèmes ou des obsessions finalement un peu de l'auteur, puisque Vienne, c'est une ville qui est très présente dans ses livres, puisqu'en fait il y a vécu. Alors, il y est question un petit peu de lutte. Bon, ça se passe aussi en partie en Nouvelle-Angleterre, là où se passe la majeure partie des romans de John Irving. Prostituées, des ours, voilà, des relations entre jeunes hommes et femmes adultes, tout ça, c'est des choses qu'on retrouve aussi très fort. Voilà, et alors, moi, j'ai vraiment beaucoup réfléchi en fait sur pourquoi est-ce que ça m'avait autant marqué. Et je n'ai pas spécialement de réponse, je n'ai pas spécialement trouvé de réponse, si ce n'est que moi je trouvais que tout était assez bien équilibré. Et il y a aussi quelques passages qui m'ont marqué. Et je trouve là où l'auteur vraiment excelle, c'est toujours dans sa manière de conclure. D'ailleurs, il a déjà raconté qu'il commençait toujours par écrire ses bouquins en commençant par la fin, et puis seulement il arrive au début, et finalement il termine par le début. C'est peut-être pour ça que j'ai l'impression en tout cas que c'est toujours très bien fini, quoi. Et donc il y a toujours des conclusions, et moi je m'étais toujours interrogé sur une phrase qui est vraiment dans les toutes dernières pages, où il dit, d'ailleurs je vais peut-être te demander ton avis, je prends un peu comme ça à chaud. Donc, Ok, je suis prêt. donc nous nous obstinons à rêver, ainsi inventons-nous nos vies. Donc nous inventons ce que nous aimons et ce que nous redoutons, et nous rêvons sans cesse, le meilleur des hôtels, la famille idéale, une vie de vacances, et nos rêves nous échappent avec presque autant de force que nous les imaginons. C'est sur cette partie-là surtout. Donc nous obstinons à rêver, nous inventons nos vies, et nos rêves nous échappent avec presque autant de force que nous les imaginons. Qu'est-ce que tu Alors, vois derrière cette phrase? pour répondre à chaud, là, je dirais, premier truc, c'est peut-être le côté un peu américain de se dire que si on peut le rêver, on peut l'obtenir. C'est ce qui motive pas mal de personnes dans le business ou dans ce qui est le monde des arts. Donc, pour se créer une carrière, si on parvient en étant petit ou en se disant qu'on a peut-être pas le chemin de vie le plus facile, mais que si on s'acharne, on pourra y parvenir. Donc ça, c'est peut-être le premier côté. Peut-être le côté, le rêve américain aussi. Tout est possible. Mais d'un autre côté, c'est aussi de toujours en vouloir plus ou de vouloir tout avoir. C'est aussi se donner une sorte de pression, étant donné que ce sera très difficile à obtenir au final et que ce sont peut-être des rêves qui vont au final nous peser dessus, donner le sentiment de manque d'accomplissement et que ça pourrait après peser sur une vie qui au final est plutôt réussie, mais qui d'un point de vue, s'il fallait cocher toutes les cases, la maison parfaite, la famille parfaite, le job parfait, on aurait l'impression d'avoir à moitié réussi, étant donné qu'on n'aurait pas obtenu tout ce qu'on avait espéré au départ. Donc par rapport à la checklist ou la to-do list de sa vie. Je dirais Ouais. ça. Est-ce que j'ai plus que la moitié? J'ai pas de réponse à Ok. ça. Moi, c'est juste que
c'est une phrase qui m'a un peu fasciné en fait. Et encore maintenant, parfois j'y réfléchis, je me dis tiens, qu'est-ce qu'il a voulu dire exactement derrière ça? Ouais, Et moi, je voyais autre chose aussi. C'est plutôt, je pensais pas à ce que tu dis, donc c'est pour ça que c'est intéressant d'en discuter. Moi, je me disais, nos rêves nous échappent avec presque autant de force que nous les imaginons. En fait, ils échappent à nous-mêmes parce que on rêve à tellement de choses, on peut y rêver tellement fort que finalement, les rêves arrivent à avoir presque une existence et à se détacher complètement de nous. C'est pas du tout terre à terre comme explication, mais quand tu parles de substance du rêve ou des choses comme ça, moi, ça m'évoquait peut-être plus, voilà, quelque chose de très immatériel en fait. ouais, ouais, je vois ce que je veux dire. Il y a aussi le fait que les rêves, tout est possible dans le rêve. Donc on peut imaginer l'impossible et nous, dans les faits, on est tenu à la réalité, aux limites, du réel et donc c'est ce qui fait que beaucoup de rêves restent impossibles aussi au final, parce que ce sont des rêves donc Mhm. il y a peut-être une sorte de comparaison entre les rêves et la réalité où il y a certaines limites à notre réalité que les rêves n'ont pas. Toi, tu l'as lu aussi, mais je pense que tu n'étais pas aussi marqué que moi. Est-ce que c'est dans ce livre qu'il y a un ours qui parle? Oui, C'est le seul d'Irving où l'ours discute. Parce que ça, mais ça me dit quelque chose. Est-ce que c'est un ours de cirque? Ça, je me souviens bien. il y a Enfin, souvent des ours, hein, donc, mais mais le 2, il y a une fille ouais. qui se déguise en ours, Suzy, Ah, d'accord, ok. et qui finit par avoir une relation avec Franny, la sœur exubérante, on va dire. Ok, ok. Je me rappelle que quelques bouts. Maintenant, quand on parlait, je me souviens du fait de chaque fois réétablir un hôtel New Hampshire, à Mhm. chaque fois qu'il se déplace. Donc ça me dit quelque chose maintenant. Mais à part ça, je me souviens d'une fratrie de 5. Je crois que ce qui m'avait pas trop plu, c'était peut-être la partie, il y avait, je crois, est-ce que une des filles se fait pas violer? Oui, oui, tout à fait. Franny, Ça, justement. voilà. Ça, j'avais pas vraiment trouvé l'intérêt de placer ça dans l'histoire. Mais à part ça, je crois que Si j'avais tu as quand le même livre un chez second toi, thought. j'invite vraiment à relire la fin parce que je trouve que Ok. c'est formidable, quoi. La manière dont il parvient à conclure. Non, moi, dans mon édition, c'est page 570. Il commence par donc nous nous obstinons à rêver. Et je trouve qu'il arrive vraiment à conclure. Donc, il reparle finalement un peu tout, mais de tout ce qui s'est passé avant, mais sans avoir l'aspect trop formel d'une conclusion, quoi. Et avec un brin de fantaisie, comme on retrouve toujours, un peu d'humour, et en même temps, voilà une perspective beaucoup plus large, comme voilà sur toute cette réflexion sur le rêve dont on vient de parler, quoi. Ouais, je pense que si je vais donner 10 livres qui m'ont marqué, ils seraient dedans, quoi. Comme Garp. Oui, je me souviens de l'avoir lu, Garp. Je l'avais trouvé dans une bibliothèque à Varsovie et pendant l'Erasmus. Je l'ai pris comme ça, je pense un peu par hasard. Je crois que je connaissais pas. Vraiment bien plu. Mais Et ça, puis, je propose qu'on trouve un jour un thème pour qu'on puisse en parler, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce livre-là. faudrait qu'on y réfléchisse. Je me souviens, il y a peut-être un thème sur les familles monoparentales, si ça existe Oui, ou alors, enfin, on peut parler comme ça. de féminisme, on peut parler de tolérance, on peut parler de minorité sexuelle. Tout ça est Sentiments abordé. anti-guerre, peut-être, anti-Vietnam. Mais alors, ça, je pense qu'il vaut mieux parler de Owen, une prière pour Owen. Je pense que c'est plutôt dans celui-là où on a vraiment le Vietnam, si je me souviens bien. Ok. Celui-là m'avait pas vraiment plu, donc pour être honnête. Par contre, celui qui est la part du diable, L'œuvre de Dieu, la part du diable, ouais. voilà. Celui-là, j'en ai lu de bonnes choses, donc ça reste sur ma liste. Ouais, et là, il y a aussi un film, et je trouve que là, pour le coup, le film était bien réussi avec Michael Caine dans D'accord. le rôle du docteur Wilbur. Donc ça, voir le film m'avait donné envie de reprendre le livre. Donc je trouve que c'est le signe d'un bon film, d'une bonne adaptation en tout cas. Et tu as un commentaire à faire sur le film, sur Hotel New Hampshire? Parce que Mais je non, crois qu'il y a... Non, tu l'as oui, pas vu. j'ai vu effectivement en préparant qu'il existait un film, mais j'avoue que je connais pas du tout en fait. Ok. Je n'en avais pas du tout entendu parler. Parce que j'ai vu par hasard, je crois qu'il y a Jodie Foster qui joue dedans. Mais ouais, mais honnêtement, depuis que je l'ai lu, si j'avais vu qu'il était passé à la télé, je l'aurais d'office foncé dessus. Dans Hotel New Hampshire, et peut-être souvent les livres d'Irving, on voit
pas mal de personnages un peu fantasques. Oui, Je ne me ouais, trompe c'est pas. sûr. C'est sûrement le terme. Et si on parle de quelqu'un d'un peu fantasque et peut-être même aventurier, alors on peut faire une petite transition sur Paris est une fête de Hemingway, Movable Feast. Et là-dedans, donc c'est un récit en fait plutôt autobiographique qui a été retrouvé, dont les pages du manuscrit ont été retrouvées un peu par hasard dans une malle Vuitton. Et ça se trouvait dans les caves du Ritz à Paris. Hemingway, il faut plus trop le présenter, donc c'est un peu un aventurier, journaliste de guerre, bon vivant aussi, boxeur à 16 heures, qui à l'été 44, si je me souviens bien, veut être un des premiers Américains à débarquer à Paris et surtout à débarquer au Ritz, où il aimait passer tant de soirées. Et donc, il était par exemple, de ce que j'ai pu lire, il faisait partie d'un des bataillons qui a débarqué le, le jour du débarquement en Normandie. L'idée, c'était vraiment d'arriver le plus vite possible jusqu'à Paris et au Ritz. Donc, il parvient finalement dans les environs de l'hôtel, présente ça comme en étant la personne qui vraiment pousse la double porte de l'hôtel et qui rentre avec son fusil mitrailleur en bandoulière et qui est là pour sauver l'hôtel et le personnel des nazis. Et on lui répond que les nazis ont déjà quitté depuis pas mal de temps. On l'oblige à se désarmer. Il retourne vers sa Jeep, il se désarme, et puis il s'assoit au bar de l'hôtel et commence à fêter, à picoler avec les soldats et les membres de l'hôtel. Et à un moment où on voit aussi, il y a un garçon de café qui est très fier de lui et qui vient lui dire à Monsieur Hemingway, vous savez, j'ai sauvé toutes les bonnes bouteilles du Ritz. On les a cachées dans une cave de l'autre côté de la rue, donc les nazis ne pouvaient pas les dérober. Et il lui dit, mais qu'est-ce que t'attends, gamin? Va aller chercher et il faut fêter ça. Donc ça, c'était aussi un peu le style Hemingway. Donc ça c'est un autre passage sur l'hôtel où on voit que c'était un endroit vraiment très important pour lui. Mais donc Euh, c'est autobiographique alors? oui, oui. Ah oui, ça je J'ai, savais oh, pas. donc je l'ai lu il y a quelques années, ça m'avait bien plu. J'ai perdu de vue un petit peu les autres thèmes. Donc en préparant ici, je me suis concentré uniquement sur la zone de l'hôtel. Mais c'est autobiographique qui parle aussi, je pense, avec beaucoup de tendresse de sa première femme, je pense. Je crois qu'il y avait une partie aussi sur sa vie à Cuba, si je me souviens bien. Et d'ailleurs, j'ai vu des images d'archives aussi, on le voit à Cuba, son speech de réception du prix Nobel. Et ça, c'est un petit peu triste à voir parce que c'est très peu de temps après son crash en avion. Donc, il a eu un accident quand il volait en Afrique. Et donc, on voit il est touché par ça. Donc, ouais, je crois qu'il a eu des dommages cérébraux. Il parle avec une certaine lenteur. Il n'est pas très sûr de ses mots. Ça faisait un petit peu, un peu du mal à voir, mais ça reste intéressant. Et il a pas mal souffert après de ça Mhm. aussi, de ses blessures. Et donc ça, c'est pour quelqu'un aussi de très fantasque qui avait une vie à 200 à l'heure aussi et qui adorait passer son temps au Ritz, donc hôtel très connu à Paris. Mais c'est amusant parce que l'anecdote des bouteilles là, moi je peux la relier à Lutetia de Pierre Assouline. Parce qu'en fait, dedans, je pense que l'anecdote est vraie. J'expliquerai après ce que ça raconte. Mais justement, pendant la guerre, à cet hôtel-là, on a caché des bouteilles de l'occupant allemand qui avait réquisitionné l'hôtel, quoi. Et donc les meilleures bouteilles avaient vraiment été cachées et on les a, voilà, elles sont restées cachées des Allemands pendant comme ça toute l'occupation. Pour un peu introduire plutôt ce livre-là. Donc ça, c'est sorti en 2005, donc ça fait quand même une bonne quinzaine d'années maintenant. Ben donc ça s'appelle juste Lutetia. Forcément, on ne peut pas être trompé. Ça va parler de cet hôtel mythique, Palace 5 étoiles. Cet hôtel en fait a une histoire particulière puisque pendant la guerre a été occupé par les services de renseignement et de contre-espionnage allemands qui avaient une antenne à Paris, et ben donc ils ont réquisitionné l'hôtel à cet effet. Et après la guerre, il a accueilli tous les rescapés des camps. Donc l'hôtel avait de nouveau finalement été quelque part réquisitionné aussi pour accueillir tous ces gens-là, offrir des premiers soins et essayer un peu de retrouver leur famille, quoi.
Et donc le parti pris ici, c'est pas d'en faire simplement un document et juste un travail historique, mais d'y ajouter quand même un peu de fiction, hein. Donc la volonté de l'auteur, c'est ça, c'est de faire vivre finalement petite et grande histoire. Et donc on a en fait au centre du roman un homme qui est très discret. On ne sait jamais ce qu'il pense, on ne le voit pas souvent non plus. En fait, c'est un ancien flic des renseignements généraux, et là, il est chargé en fait de la sécurité de l'hôtel. Donc un peu détective comme ça, et des clients. Et donc il a des fiches sur plein de gens. Donc très très discret, on ne le voit pas. Forcément, avant l'occupation, c'est quelqu'un d'assez apprécié de la direction. Forcément, il a été engagé pour ça et il remplit parfaitement sa mission. Et donc, c'est l'occasion de côtoyer un peu tous des illustres occupants de l'hôtel à ce moment-là. Bon, j'avoue que j'ai pas retenu et j'ai pas spécialement fait des recherches, mais on a des grands noms de l'époque, voilà, mais qui a séjourné dans cet hôtel-là. Et je pense que c'est avéré parce que c'est très documenté. Et donc, après, la guerre arrive, les Allemands arrivent surtout. Et donc, c'est l'Abwehr, je pense que ça s'appelle, donc le service de renseignement et contre-espionnage allemand, qui réquisitionne l'hôtel. Mais lui, évidemment, on le garde parce que c'est quelqu'un de très intéressant, quelqu'un qui a beaucoup d'informations sur les gens. Il est partagé finalement parce que c'est resté fidèle à l'hôtel, finalement presque, il s'en sent peut-être un peu le gardien aussi, donc le protéger. Et donc c'est comme ça que lui aussi va aider, ou en tout cas être au courant que ces fameuses bouteilles de Grand Cru sont cachées, et en même temps, voilà, être obligé d'un peu travailler aussi pour les Allemands, quoi. Et donc ça, c'est pendant la guerre. Et puis, comme je le disais, tu as raconté aussi tout ce qui s'est passé après, avec l'accueil de tous ces gens qui sont revenus des camps en très mauvais état, hein. On a tous des images en tête. Et donc voilà, donc ça, je trouve que c'est vraiment bien équilibré, en fait. C'est assez gros, enfin, je revérifie là, comme ça. Mais donc, on a quand même plus de 450 pages, en tout cas dans la version poche. Quand je disais que c'était très documenté, effectivement, il y a la liste après de tout ce qu'il a consulté. Et en fait, il y a 5 pages. Et c'est écrit en petit. Donc voilà, il a beaucoup consulté pour ça. Et en même temps, il a inclus une dose de fiction qui, je trouve, rend plus digeste le tout, sans qu'on ait après à se demander, oh tiens, c'est quoi le vrai du faux? Est-ce que cet homme-là, il a existé? Ben non, il n'a pas existé, mais c'est pas important finalement. On a appris beaucoup de choses, et en même temps, on a ces réflexions aussi, accomplir son devoir, jusqu'où on peut le faire, jusqu'où on peut aller sans trahir sa conscience. Donc vraiment très très réussi. Enfin, franchement, j'étais surpris d'être aussi embarqué là-dedans finalement, parce qu'on pourrait se dire, voilà, quelque chose qu'on peut lire à titre documentaire, mais non, finalement, il y a un intérêt littéraire. C'est ça qui est chouette. D'accord. Donc tu dirais que l'histoire se concentre surtout sur l'hôtel en Oui, lui-même, à oui, travers c'est le ça. temps. Et cet homme, c'était par exemple plutôt un personnage, un figurant sur la première partie du livre? Et il est toujours là en fait, hein, il est toujours là jusqu'à la fin, quoi. Ah d'accord. Et donc, il a aussi une histoire en fait avec une jeune femme, en tout cas qu'il recherche, tout ça, dont on ne connaît pas grand-chose. Donc il vit aussi, mais c'est vrai qu'on a toujours un peu comme s'il était, mais en tout cas jamais au premier plan. Voilà, c'est ça. D'accord, ouais. Dans la même ville, donc je me souviens bien, ça se passe aussi à Paris. Le livre de Georges Perec, La vie, mode d'emploi. Et donc ça, c'est une fresque assez spéciale en fait. Donc Perec va dépeindre cette fresque d'un immeuble à Paris. Et c'est un immeuble, je pense, si je me souviens bien, dans une des éditions, on reçoit même une sorte de schéma avec tous les appartements, les différents niveaux, qu'il se passe même au grenier. Et à chaque étage, on passe par tous les étages et on passe par tous les niveaux d'émotion. Donc on voit des histoires qui semblent au départ plutôt indépendantes les unes des autres. Et puis au fil des pages, on se rend compte que ses voisins ont des histoires qui se croisent, et on visite ces appartements et on comprend les liens qui se tissent dans cette grande famille de voisins. C'est un livre que j'ai lu il y a quand même quelques années. Si on parle d'immeuble, on peut dire que c'est une belle brique parce que je crois qu'il y a quand même 600 pages. Donc il faut quand même tenir la cadence pour pouvoir le terminer. Au fil des pages, parfois, je me perdais un petit peu, donc à travers les différents couloirs, mais qui reste une expérience littéraire. Donc ça, c'était aussi assez plaisant de lire quelque chose de différent, pour une fois. Donc, de Georges Perec, c'était La vie, mode d'emploi, avec cet immeuble à Paris. Ce réseau de voisins forme en tout une famille, une vraie famille au sein de cet immeuble. Alors après avoir évoqué comme ça plusieurs livres, est-ce que ce serait pas un peu le moment de reparler de cinéma? Excellente idée, oui. On pourrait parler par exemple de Grand Budapest Hotel de Wes Anderson.
Ça, c'est un film qui est sorti en 2014, si je me souviens bien, et donc de Wes Anderson. Alors, tu connais un peu ce réalisateur? Ah oui, j'ai vu ce film-là. Je pourrais pas dire si j'ai vu d'autres films. Tu as quelques noms en tête comme ça? Moonrise Kingdom, de Darjeeling Limited, La vie aquatique, mais celui de l'année passée, qui est sorti l'an passé, qui n'était pas terrible. J'ai Dispatch? oublié le nom. Ouais, French Dispatch, French exactement. Dispatch. Ben, j'en ai déjà donné quelques-uns. Parce qu'en fait, moi, je Après, suis à c'est la plus vieux. recherche d'un film qui soit la copie conforme de Grand Budapest Hotel. Ah Donc ouais? ça m'avait vraiment plu. J'aimerais bien une autre histoire, mais un peu sur le même style, la même dynamique. Mais je pense que justement, c'est le film le plus malheureusement pour toi, de Wes Anderson en tout cas. Enfin, à mon sens, de tous ceux que j'ai vus, c'est le plus réussi. Parce que là, t'as vraiment une histoire, puisque donc, évidemment, au centre du film, on a ce fameux hôtel, un palace encore une fois, puisque donc, même si le thème est hôtel, j'ai l'impression qu'on ne parle finalement que de palace, ou quasiment, en tout cas pour la plupart. Et donc, on a un concierge et toute une série de personnages. Parce que ça, c'est le grand truc, évidemment, de Wes Anderson, c'est d'avoir plein de personnages assez marqués. Et voilà, et donc c'est ce qu'on lui reproche parfois à l'avoir, c'est d'utiliser un peu ces acteurs juste pour ses fantasmes de réalisateur. Et voilà, les acteurs sont priés de se conformer à ce que lui avait en tête. Mais le gros point positif ici du film, c'est qu'il y a une vraie histoire, puisqu'il y a finalement une bataille avec un tableau et des héritiers, donc sans entrer dans les détails. Mais donc tout ça a vraiment beaucoup de liens. Et c'est tout l'inverse de French Dispatch, par exemple, où pour trouver le lien entre les différentes histoires, bah, ouais, ok, il y en a un, mais c'est un très poussif. Ici, c'est pas le cas. Je posais aussi la question de savoir si tu si avais apprécié, parce qu'en fait, bah, Wes Anderson, c'est très particulier. Hein, dès les premières images, on a des plans très symétriques. Ça, c'est quelque chose qui le marque beaucoup. Des décors assez élaborés, parfois chargés, colorés, une esthétique un peu rétro comme ça. Évidemment, comme d'habitude, en fait, on retrouve plein de très grands acteurs, hein. Ralph Fiennes, Adrian Brody, William Dafoe, des gens qu'on retrouve assez souvent dans ces films. D'ailleurs, Jude Law, Bill Murray, Tilda Swinton, qu'on retrouve aussi souvent. Et même la musique, c'est Alexandre Desplat qui l'a faite. Donc, c'est un grand compositeur de musique de film aujourd'hui, d'ailleurs, pour lequel il a eu l'Oscar pour ce film-ci. Donc voilà, et moi, en fait, quand j'ai vu ce film-là, ça m'a fait un peu penser à Tintin aussi et la Sildavie, parce qu'on a comme ça un pays de l'Est inventé et peut-être par côté parfois les aventures, je ne sais pas, mais ça me faisait un peu penser à Tintin. Oui, c'est vrai qu'il y a un petit air difficile à expliquer, mais tout passe un peu à grande vitesse. Enfin, je sais pas Ouais, pourquoi j'ai l'impression qu'il y a comme ça des courses-poursuites tout à fait. dans l'hôtel et puis il y a dans le train, etc. Donc ça donne un peu l'impression de... Peut-être c'est le générique de Tintin qui me vient en tête là, où il est tout le temps en train de courir, je pense, mais Oui, oui, tout à fait, tout à fait. ouais, il y a un petit air, c'est vrai. Euh, mais je sais pas si tu l'as... Enfin, on en a peut-être parlé, mais apparemment Wes Anderson avait été inspiré par Stefan Zweig pour le Grand Budapest Hotel. Pas spécialement une œuvre en particulier, mais c'était simplement Stefan Zweig qui l'a inspiré d'une Ouais. manière ou d'une autre. Bah, écoute, j'ai retrouvé la critique du Gdaillé, justement où il dit: ah oui, au générique, le cinéaste prétend s'être inspiré du romancier Stefan Zweig. On veut bien le croire sur parole, mais on ne voit pas bien le lien entre l'univers de l'écrivain autrichien et de Grand Budapest Hotel. Je dois dire que oui. Mais là, si je devais essayer de citer une œuvre, j'aurais peut-être un peu de mal. C'est pas vraiment le même univers, il faut être honnête. Bah non, parce que justement, je trouve qu'il a, pour le coup, vraiment son propre univers, quoi, Anderson, hein. Ouais, ouais. Là, je suis en train de me demander qui aurait pu l'inspirer, peut-être. Ça doit être Tintin, comme tu disais. Parce qu'après ça, Euh, Tintin, c'est vrai que ça tombe à pic pour lui. Stefan Zweig, j'ai un peu du mal à l'imaginer comme ça. en tout cas, le film a eu vraiment un très grand succès, hein. Donc, c'est son plus gros succès d'ailleurs au box-office. Et même en France, il a fait 1,5 million d'entrées. Quand même pas mal pour un film finalement qui n'est pas une grosse production. Des acteurs connus certes, mais c'est pas des acteurs de studio hollywoodien, quoi. Pas vraiment. Malheureusement, après, donc, il a fait des films un peu moins bien. Ouais. Et là, je regarde par hasard. Enfin, moi, je trouve que étant donné la qualité du film, c'est un film qui mériterait un Oscar ou un Grand Prix. Mhm. Ouais. Mais je vois qu'il est sorti la même année que Esclave pendant 12 ans, Ah oui, 12 Years a Slave, qui était aussi quand même bien réalisé. Donc ça, il est mal tombé, mais plus, malheureusement. plus classique dans l'approche. Et c'est vrai qu'aux Oscars, ils aiment bien ce genre de film qui parle de l'histoire américaine de manière assez classique, quoi. Donc ça, c'est vraiment le genre de film où on se dit, oh, c'est un film Oscar. Alors que ici, pour le coup, le Grand Budapest Hotel, beaucoup moins. C'est un peu trop audacieux, je pense,
pour l'Académie des Oscars. Oui, c'est vrai. Ouais. Et puis, vu qu'on parlait justement de palace, donc même pas vraiment d'hôtel, donc il y a une œuvre, si on se dirige un tout petit peu plus au sud et vers l'est, c'est Minuit au Opéra Palace. Donc ça, en fait, c'est un livre. Au départ, c'est un livre écrit par Charles King, que je n'ai pas lu, qui est, d'après ce que j'ai pu voir, en fait une œuvre historique non-fiction et qui a obtenu son adaptation en série sur Netflix, évidemment. Et je suis tombé dessus vraiment par hasard, que je ne connaissais pas cette œuvre il y a quelques semaines. Donc, l'idée de Minuit au Opéra Palace, c'est une série qui a un petit côté historique parce qu'on est aux alentours de 1918-1919 à Istanbul, Opéra Palace, donc qui est un hôtel vraiment très important, historique, disons aussi, donc qui a plus de 130 ans. Et là, on se retrouve en fait dans un environnement qui est assez tendu parce qu'on a d'un côté les forces britanniques, on sent qu'on est un peu aux limites du début de la guerre d'indépendance turque. Et l'histoire dans la série, on a une jeune journaliste, ce sont les années 2022 plus ou moins, qui est chargée d'écrire une bête liste en fait, une liste de 130 faits sur l'hôtel pour ses 130 ans. Donc c'est un truc qu'elle trouve plutôt idiot, alors qu'elle est plutôt dans le contenu, écrire les articles en profondeur, avoir une réflexion sur des thèmes très importants. Mais sa chef de rédaction lui donne chaque fois des petits articles un petit peu sans intérêt pour faire des clics. Et donc, elle y va un peu avec des pieds de plomb. Elle est quand même assez surprise par l'hôtel. Elle y passe un peu de temps. Elle reçoit une chambre pour y passer quelques nuits. Et à minuit, le premier jour, elle se rend dans la chambre 411, qui est celle d'Agatha Christie. Donc, Agatha Christie y passait pas mal de temps parce que c'était un hôtel qui était, si je ne dis pas de bêtises, qui a été construit ou qui était pas loin de la gare qui recevait le train de l'Orient Express. Il y avait aussi pas mal de passages là, de grands noms. Donc il y avait Agatha Christie dans fin des années 20, qui à l'époque, du moins c'est ce que la série nous montre, ne considère pas du tout se lancer dans l'écriture. Et donc là, en fait, je reviens un petit peu en arrière. À minuit, par le plus grand des hasards, il y a une sorte de tremblement de terre. Et cette journaliste est renvoyée dans le passé et elle va se retrouver au milieu d'événements historiques. Donc on a par exemple Mustafa Kemal, qu'on connaît peut-être un peu mieux sous le nom de Atatürk, qui aura une importance capitale pour la Turquie, qui, dans cette œuvre de fiction, est sur le point de se faire assassiner par les forces britanniques dans les alentours de l'hôtel. Et donc, elle se rend compte de ça, étant donné qu'elle connaît son histoire, elle sait ce qui risque d'arriver. Et elle va essayer de faire tout ce qui est en son pouvoir pour que la guerre d'indépendance ait lieu, pour que Atatürk soit protégé, ne soit pas mis en danger par les forces britanniques. Donc ça, c'est du côté série Netflix. Je n'ai vu que 2 épisodes. Là aussi, je me suis arrêté un petit peu à mi-parcours, mais c'est assez intéressant aussi niveau historique, même s'il y a eu des passages qui ont été créés juste pour l'amour de créer la série. Tu voulais dire un truc? J'adore le point de départ en tout cas. J'ai pas Netflix donc c'est dommage, mais franchement j'aime beaucoup le point de départ. Donc Oui, c'est moi, vraiment retour vers le passé, quoi. Ouais. ouais. Et alors c'est un casting entièrement turc, alors c'est un réalisateur turc aussi. Oui, c'est Ah ouais. entièrement turc. Donc je crois qu'il y a quand même pas mal de différences entre le livre. J'ai vraiment lu de bonnes choses sur le livre en soi. Et c'est en fait Minuit au Opéra Palace avec la naissance de l'Istanbul moderne et la série qui diffère un petit peu, qui est peut-être un petit peu plutôt avec un côté retour vers le passé. En tout cas, ça a l'air d'avoir d'excellentes critiques, parce que je regardais à la fois sur Allociné et sur IMDb. Sur IMDb, c'est 7,1 sur 10. Et les critiques spectateurs sur Allociné étaient encore meilleures. Ça veut sans doute dire quelque chose aussi. Ouais, je sais pas trop pourquoi je me suis arrêté. J'avais commencé, c'est une des premières fois que je fais ça, j'ai rajouté la doublure en anglais et je crois que ça me plaisait pas trop là maintenant. Ça avait été doublé, j'aurais peut-être dû laisser en turc dès le départ. Et ça manquait un peu de dynamisme peut-être. Moi, j'ai lâché, mais je vais peut-être y retourner aussi. Je crois que ça pourrait valoir la peine d'être vu. Et niveau historique, on pourrait aussi apprendre quelques trucs aussi. Que ça reste Atatürk, ce que j'ai pu lire, et de ce que j'ai pu discuter avec des amis turcs, c'est vraiment quelqu'un de capital dans l'histoire de la Turquie, qui a fait beaucoup pour le pays, niveau par exemple laïcité, droit des femmes. Si mes sources sont bonnes, on m'avait expliqué qu'il avait même plus ou moins construit la langue turque aussi, en s'inspirant de pas mal de langues, notamment du français, avec un emprunt de 5 ou 6 000 mots français, pour vraiment construire une langue à partir de, je dirais pas de rien, mais... Comme pour unifier un peu sans doute toutes sortes, peut-être de dialectes ou des choses comme ça, c'est ça que tu voulais dire? Oui, je ne veux pas me lancer n'ayant pas beaucoup fait de recherche sur le sujet, j'ai pas envie de raconter n'importe quoi, mais j'avais quand même compris après avoir discuté avec une connaissance turque qu'il avait créé la langue turque
parce qu'avant, Mhm. c'était plutôt être centré sur l'arabe. Donc, il y a aussi eu changement de l'alphabet, par exemple, passer à un alphabet plutôt latin. Et donc, tout ça, c'était sous son influence et son gouvernement, de ce que j'ai pu comprendre. Donc, ça Ok. reste quelqu'un de très important pour la Turquie actuelle. Oui, tout à fait, dont on remet un peu en cause aujourd'hui l'héritage, en tout cas une certaine partie de la classe politique. Ça, je dois dire que j'ai pas trop suivi. Ouais. Tu vois, Erdogan, par exemple? Oui, tout à fait. Ça, je dois dire que je vois ça de très très loin, donc pas vraiment au courant. Mais oui, c'est vrai que du coup, Erdogan, il aimerait bien repasser à plutôt un côté empire ottoman plutôt que Turquie actuelle, j'imagine, avec la laïcité qui le dérange peut-être un peu aussi. Mais je suis pas très bien informé là-dessus. Donc ça, ce livre-là, c'était Minuit au Opéra Palace. Et donc, si on reste en Turquie, il y a aussi une autre œuvre qui a été très importante pour la littérature turque. C'est Motherland Hotel de Yusuf Atılgan. Et ça ne se passe pas du tout dans une grande ville. Ça se passe vraiment en province, donc très loin à l'est, dans la Turquie actuelle. Et on a le personnage principal qui s'appelle Zeberset, qui ne vient pas après Zebersis, donc qui hérite d'une petite pension familiale, enfin d'un petit hôtel, et qui au fil du temps, il s'est construit une belle petite routine. Donc il a cet âge administratif, puis la gestion de l'hôtel, et parfois il y a quelques ébats un peu sans passion avec la femme de ménage de l'hôtel. Et puis un soir, une cliente de l'hôtel s'en va, promettant qu'elle reviendra, mais il commence dès le départ à être hanté par ce fantôme de cette belle inconnue jusqu'à l'obsession. Et cette obsession tourne rapidement à la folie. Il commence à se toiletter, il va se faire couper les cheveux, je pense même qu'il se fait raser la moustache, et il commence à refuser tout nouveau locataire dans son établissement. Il veut être sûr et certain qu'il y aura une chambre de libre quand cet inconnu reviendra. Et ce qui n'aide pas, c'est qu'il est assez isolé socialement et aussi de manière d'un point de vue géographique, il trouve assez loin de grandes villes. Donc ça va nourrir son obsession. Et c'est une obsession qui tourne aussi à l'obsession sexuelle. Et donc on va commencer à voir des pans de son état psychique s'élever devant nous et puis tomber en morceaux, s'éclater à même le sol. Il y a peut-être même un petit air de ressemblance avec The Shining, donc avec la folie qui s'installe petit à petit. C'est un style assez court, dynamique et percutant. Il y a peut-être aussi un côté claustrophobique, mais on se rend compte en fait de ce côté claustrophobique après avoir terminé l'œuvre. Donc en lisant, j'avais l'impression d'être un peu ça oppressé. Je trouvais que l'écriture était assez pressante. Puis ça se termine de manière assez tragique. Si je me souviens bien, il a été comparé à Camus. J'ai pas trouvé beaucoup de références sur ce qu'on voulait, sur les points en commun qu'on trouvait entre ces deux écrivains. Et cette œuvre a aussi, par la suite, elle a été portée à l'écran dans les années 80 et elle a été plutôt bien reçue aussi. Donc ça, apparemment, c'est une œuvre assez importante pour la littérature turque. Mais écoute, moi je ne connaissais pas du tout, alors je regardais, je trouve même pas de page Wikipédia, en tout cas en français. Et je regardais si ça avait été traduit en français, parce que toi j'imagine que tu l'as lu en anglais. Oui, je l'ai lu en anglais, oui. Ouais, donc en français, j'imagine que c'est l'hôtel de la mère patrie alors. Donc ça, Ouais, en ça français, doit être ça. apparemment, donc c'est quand même sorti. Et même sur Babelio, c'est assez peu fourni, quoi. Donc je remets pas en cause le fait que ce soit un auteur majeur, attention, mais apparemment ça n'a pas trop, enfin, ça n'a pas trop dépassé, enfin, ce n'est pas arrivé en France. En tout cas, je veux pas dire que ça n'a pas dépassé la Turquie, mais ce n'est pas arrivé beaucoup en France. C'est dommage, hein, mais bon, on parle plus de l'homme désœuvré. Ça qui apparemment est un peu plus, semble être un peu plus connu. Et là, il était traduit en 2014 chez Actes Sud. Ok. Mais c'est ça la beauté du podcast aussi, du moins de mon parcours à travers les livres. Je tombe sur des livres que j'aurais jamais considéré lire, et puis au final, ça mène à un autre livre. Peut-être ça élargit un petit peu le champ de lecture. Donc, Mais justement, mais tu vois, en regardant sur l'homme désœuvré, là, et là, le commentaire d'Actes Sud, c'est occupant pour le lecteur turc la même place que l'étranger de Camus dans la littérature française. Ce livre paraît en 59 à Istanbul. Peut-être que les références à Camus, peut-être pas dans celui que tu as lu, mais un autre. ouais, c'est possible. Donc, l'homme désœuvré, c'est ça? En français, en D'accord. tout cas, ouais. Et donc, traduit tard, de nouveau, tu vois, hein, sorti en 59, traduit en 2014. Ah oui, c'est intéressant, ça, tiens. Ça, je vais noter. Et alors maintenant, apparemment, tu aurais un autre auteur, je peux dire, j'ai peur de dire inconnu, mais en tout cas peut-être pas très connu dans nos contrées francophones, on va dire, mais apparemment auteur majeur, mais d'Égypte cette fois-ci. Oui, donc l'inconnu majeur suivant, ce serait Naguib Mahfouz, Ah oui, non, ça qui va, est... le nom, oui. Tu Ça, connais? le nom, ben, de nom, oui, mais je ne saurais pas te dire ce qu'il a écrit, hein. D'accord. Eh bien, parmi sa collection, il a écrit Miramar,
Mahfouz, il est assez connu étant donné qu'il a obtenu le prix Nobel de littérature en 88, qui est, si je me souviens bien, le premier écrivain arabe à avoir obtenu un prix Nobel. Donc ça a été assez important pour lui et aussi pour la littérature et la culture dans le Maghreb. Et donc pour le contexte, ici, nous sommes dans les années 60. Donc c'est une décennie après la révolution égyptienne qui a eu lieu en 1952. Et on commence avec un homme qui rend visite à Miranda. Donc Miranda tient la pension Miramar. Ils sont amis de longue date, ils commencent à discuter. On ne comprend pas vraiment leur histoire, mais ils sont des amis de longue date. Et donc la gestionnaire de cette pension va accueillir dans son service une jeune femme, Zodra, qui en fait vient de fuir un mariage forcé. Un mariage qui devait avoir lieu avec un vieil homme. Elle n'était vraiment pas intéressée, donc elle a décidé de fuir son village. Et on la dépeint comme étant quelqu'un de honnête, travailleur, mais sans éducation. Malheureusement, c'est la réalité de l'époque. Et Zodra, elle devient vite l'obsession de plusieurs résidents, uniquement des hommes, qui commencent à être en compétition pour attirer son attention. Et ici, il y a pas mal de symbolisme, parce qu'en fait, Zodra, c'est aussi le symbole de la Nouvelle-Égypte, avec des hommes qui sont plus vieux et qui sont un peu à la croisée des chemins dans leur vie, mais aussi entre les systèmes. Parce qu'on a donc, en fait, on voit qu'on a, dans les années 60, on est après la monarchie, on est en plein dans la Nouvelle République. Donc, la Révolution a permis au pays de se débarrasser de la monarchie, mais on se demande aussi ce qu'on va choisir. Est-ce qu'on va commencer à chercher support au niveau des frères musulmans ou des communistes, ou peut-être qu'on essaierait de faire sans ces deux influences. Et on a Zodra qui représente cette république qui est jeune, courageuse, et dont ces hommes essayent d'attirer l'attention et les faveurs. Donc, on va peut-être voir ces hommes comme étant ces organisations communistes ou les frères musulmans qui essayeraient d'attirer l'attention de cette république. Et donc après, on voit qu'à travers cette œuvre de fiction de Mahfouz, chaque chapitre suit le point de vue d'un des hommes, d'un des pensionnaires de la pension Miramar. Et donc on comprend leurs différents points de vue par rapport à l'Égypte de l'époque, des années 60. Donc ça, c'était aussi une découverte qui pourrait pousser à d'autres lectures. Je pense que ça restait aussi assez intéressant et ça m'a forcé un petit peu à lire et à comprendre un petit peu le contexte de cette œuvre. Parce qu'on pourrait passer à côté de pas mal d'informations et de passages historiques et ça permet d'éclaircir ou de mettre en lumière un peu cette période de l'histoire aussi. Bien, bien. Est-ce qu'on ne reparlerait pas un peu de cinéma maintenant? Oui, un thème un peu plus léger, peut-être un peu plus à l'est, en Inde par exemple. Eh bien oui, puisque là, alors, en français, le film s'appelle Indian Palace, donc on va rester dans les grands. Après la pension, on retourne dans un palace, sauf que c'est pas vraiment un palace pour le coup. Le titre anglais, c'est The Best Exotic Marigold Hotel, a priori un hôtel plutôt sympa, dans lequel en fait des pensionnés, enfin des septuagénaires, pour le coup, c'est vraiment des gens tous retraités qui découvrent une annonce comme ça, et tous anglais, et voilà, qui décident de partir là-bas pour ce palace annoncé, et qui vont vite déchanter une fois arrivés sur place, puisque je veux dire que l'hôtel ne tient plus très bien, mais c'est à peu près ça. Donc c'est mené par un très jeune, interprété par Dev Patel. Dev Patel qui avait été révélé quelques années auparavant. Donc le film est sorti en 2012, donc il avait été révélé par Slumdog Millionnaire quelques années auparavant. Voilà, qui est très enthousiaste, très positif. Au départ, évidemment, tous ces gens qui arrivent ne sont pas très enchantés, soit veulent rentrer ou demandent à être remboursés. Mais de toute façon, il n'y a pas vraiment les moyens non plus pour les rembourser. Et finalement, ils vont s'attacher à ce jeune homme. Tout son optimisme, s'attacher aussi à l'Inde, parce que c'est un peu l'occasion aussi de changer de vie finalement, même si c'est sur le tard, pour tous ces gens. Alors, vraiment un film un peu atypique dans le sens où c'est vraiment un succès surprise en fait, avec une distribution très particulière, parce que c'est assez rare au cinéma, où on a en fait, pour le dire un peu simplement, que des vieux en tête d'affiche. Donc ça, c'est tout à fait, vraiment, on ne retrouvera jamais à Hollywood. Bon, là, c'est un film anglais. Et qu'est-ce qu'on a? On a évidemment Maggie Smith, Judi Dench, Bill Nighy, Tom Wilkinson, et puis d'autres encore, et en fait tous des acteurs anglais comme ça qui ont aussi beaucoup tourné au théâtre, et donc pas spécialement des gens bankable, on va dire. Bon, évidemment, Judi Dench, tout le monde connaît M dans James Bond. Maggie Smith, depuis lors, il y a eu Downton Abbey, mais pas dire que ce soit des gens comme ça qui vont
attirer les foules. Et pourtant, ça a si bien fonctionné que il y a eu une suite royale, ça s'appelle d'ailleurs Indian Palace Suite Royale en français, en anglais, je ne sais plus. Et donc ça a vraiment très très bien fonctionné. Alors moi j'ai beaucoup aimé les deux films, hein, parce que la suite est aussi très réussie. Parce que c'est savoureux en fait, c'est extrêmement bien joué parce que tout ça ce sont des gens qui ont l'habitude et qui s'amusent, on les sent un peu s'amuser aussi. C'est ça qui est en fait agréable, c'est vraiment dans la manière dont ces acteurs réagissent entre eux. Et je trouve que c'est bien aussi d'avoir justement une affiche comme ça avec des gens appris au... On a autre chose en fait que toujours, voilà, forcément une tête d'affiche avec après des seconds couteaux à côté. Là, en fait, c'est tous des gens en fait qui n'ont plus rien à prouver, qui pourraient tout à fait s'arrêter de tourner. Et pourtant, voilà, on les retrouve là et c'est vraiment savoureux en fait. Voilà, moi, c'est pour ça que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Ouais, alors il faudra peut-être que je le regarde. Parce que j'ai lu le livre, en fait, donc qui porte un autre nom, These Foolish Things, de Deborah Morgach, et qui là se concentre au départ, en fait, sur ce docteur. Est-ce que c'est aussi Ravi dans le film? Docteur, je ne me rappelle plus des professions des gens sur place, mais vas-y, poursuis. Parce que là, en fait, ça commence avec un couple qui a ces tensions, qui bat peut-être un peu de l'aile. C'est un couple entre Ravi, qui est d'origine indienne, et Pauline, qui est anglaise. Et tout d'un coup, il y a un des futurs pensionnaires de l'hôtel Marigold, qui est le père de Pauline, qui vient s'installer chez eux. Donc ça, c'est la goutte qui fait déborder le vase pour Ravi. Et alors, par chance, il discute avec un ami qui est aussi compatriote et il décide de monter un business qui est ouvrir un hôtel en Inde ou reprendre un hôtel. Et ils parviennent du coup à se débarrasser de ce beau-père qui est un peu envahissant. Donc ça, c'est un petit peu les prémices de cette histoire. Et alors par la suite, étant donné qu'il a beaucoup de contacts avec des personnes âgées, il parvient à convaincre d'autres futurs pensionnaires à s'expatrier là-bas. Moi, je trouve que l'auteur avait plutôt bien présenté la chose du point de vue des résidents, des personnes âgées, donc les réflexions, peut-être le poids de la vie. Donc on voit que certains commencent à souffrir un petit peu du poids des années. Ça, c'était plutôt pas mal décrit. Mais après, il y avait un côté où ils étaient tous un peu racistes, un peu passivement racistes, une sorte de racisme un peu ordinaire, un peu racisme de tous les jours. Donc, tous ces pensionnés sont plutôt négatifs par rapport à la vie actuelle en Angleterre, mais décident quand même de s'expatrier en Inde. Donc je crois que le livre s'essoufflait peut-être un petit peu, perdu en dynamisme. Je pense que au niveau du casting, étant donné les noms que tu citais, il doit y avoir de quoi passer un bon moment. Oui, c'est ça. Je pense que l'histoire est peut-être un petit peu différente pour le film. Je ne me rappelle plus s'il y a vraiment un personnage un peu raciste. Ça n'a pas du tout quelque chose qui m'a marqué. En tout cas, c'est plein d'humour, très british, quoi, hein. Ça, c'est ça qui est savoureux aussi, en fait. Et à côté de ça aussi, ce qui est intéressant, ça permet de voir que même à cet âge-là, on peut quand même se réinventer aussi un peu, changer sa vie si on a envie. C'est pas les années qui doivent nous empêcher de faire d'autres choses, quoi, finalement. Je trouve que ça véhicule du coup un message très positif pour la vieillesse. C'est quelque chose qu'on n'a pas non plus l'habitude de voir au cinéma. Oui, c'est vrai. C'est un petit peu aussi l'histoire du film avec des pensionnés qui sont à la recherche d'un second souffle, comme ces acteurs peut-être qui sont à la recherche je ne sais pas d'un second souffle, mais peut-être d'une alternative ou quelque chose de nouveau, une nouvelle expérience. Ça passait bien dans le livre comme excuse pour s'expatrier. Ouais, pour moi, enfin, je trouve que des films avec Maggie Smith et Judi Dench, moi, c'est toujours des bons films. C'est toujours des films que moi j'ai envie d'aller voir pour le coup. C'est peut-être pas et pour le grand public les noms les plus bankable, mais moi ça fonctionne en tout cas. Tu Et les as vus ensemble dans un autre film? je pense pas, mais Non? Ok. Maggie Smith, enfin, elle a parfois souvent un rôle un peu ronchon, comme dans Downton Abbey justement, et là, c'est vrai qu'elle retrouve un peu ça. Mais c'est toujours très bien interprété, quoi. Et enfin, moi, je pense en plus ces acteurs-là, ils sont plus spécialement besoin de tourner, quoi. C'est vraiment, ils se font plaisir, quoi. Mais c'est vrai qu'elle était aussi un peu parfois âpre dans Harry Potter aussi. Ouais. Enfin, elle avait aussi un côté bienveillant, donc elle mélangeait un petit peu les deux. Ben, Judi Dench, ouais, moi, je l'ai vu récemment. On aura peut-être l'occasion d'en reparler un jour, mais c'est dans Belfast, le film de Kenneth Branagh. Ah ben oui, j'en parlais d'ailleurs l'autre fois en disant, je sais pas si je l'avais déjà vu à ce moment-là. Et donc Kenneth Branagh donc, avait commis
une deuxième adaptation d'Agatha Christie. Mais à côté de ça, il a fait un film très intéressant, Belfast, et donc dans lequel on retrouve Judi Dench de nouveau, qui est magnifique, quoi, hein, le film est très très bon, mais même si elle a un second rôle, elle le magnifie un peu plus. Il faudrait que je regarde aussi. C'était sur ma liste. Est-ce qu'il a pas reçu un Oscar là pour celui-là? Pour Belfast, je ne sais pas. Il était peut-être nommé. Il faut dire que ouais, pour la récente cérémonie des Oscars, je pense qu'à part la gifle de Will Smith, c'est ce qui a pris toute l'attention et puis j'ai perdu de vue qui a gagné quoi. En tout cas, il était nommé, ouais, il était nommé aux Oscars, effectivement, meilleur film, meilleure réalisation. Ah, et Judi Dench était nommée meilleure actrice dans un second rôle, justement. Mais visiblement, non, ouais, non, aux Oscars, il a juste eu meilleur scénario original. Ah, d'accord. Ok. Et meilleur scénario aussi aux Golden Globes, où il avait à peu près les mêmes nominations, un peu plus de nominations. En fait, ce sont deux événements qui se font concurrence parce que sur les deux se passent aux États-Unis. Quel est l'intérêt en fait d'avoir. C'est pas les mêmes. C'est la presse étrangère, les Golden Globes. Ok. Et les Oscars, c'est l'Académie. Donc, c'est des acteurs, des réalisateurs, des techniciens de cinéma, etc. Si c'est comme au César, c'est comme ça, je pense. Ah, d'accord. Ok. Ouais, donc c'est soit être élu par ses pairs ou par les critiques en fait. Ouais, c'est différent. Et alors, ce qui est particulier aussi au Golden Globe, c'est que les catégories sont dédoublées. Donc, tu as film dramatique et comédie ou comédie musicale à chaque fois. Et donc, comme tu as des films, du coup, tu as deux meilleurs acteurs, entre guillemets. Tu as deux meilleures actrices, alors qu'aux Oscars, forcément, ces personnes en général se retrouvent à concourir dans la même catégorie. Donc Ok. ça préfigure certains des choix des Oscars après. Enfin, on dit ouais, je pense que c'est souvent vérifié. D'ailleurs, c'est souvent un des deux qui se retrouve avec l'Oscar meilleur acteur, meilleure actrice. Au moins aujourd'hui j'aurais appris quelques trucs. On parlait de Dev Patel tout à l'heure. En fait, donc, Dev Patel, qui est au centre des hôtels de Best Exotic Marigold Hotel. Mais en fait, en préparant, je me suis rendu compte qu'il avait encore joué dans un autre film d'hôtel qui s'appelle Hôtel Mumbai, qui est tout à fait un film tout à fait différent, puisque là, c'est plus un thriller, donc haletant, on n'est pas du tout dans la comédie. Ça retrace en fait les attentats de Mumbai. Je t'avoue que moi, je m'en souvenais même pas. Il y a quelques années maintenant. Et donc, en fait, les terroristes ont pris en otage un hôtel avec ses occupants, ses résidents. Et donc, le film, c'est ça qui lui fait vivre. C'était une vague d'attentats qui a lieu en même temps dans toute la ville. Et la police a été complètement débordée. Et donc, c'est dans cet hôtel-là, qui est pris en otage, c'est comment est-ce que les gens vont essayer de s'en sortir malgré tout. Bon, tous ne s'en sortiront pas, évidemment. Et on retrouve de nouveau donc Dev Patel dans un hôtel, mais dans quelque chose de tout à fait différent. Et je trouve que c'est un acteur qui est vraiment très bon, quoi. Donc, moi, je l'ai vu après dans Lion aussi, un film complètement différent. Et voilà, donc c'était marrant de le retrouver aussi dans un hôtel. Mais si on parle d'hôtel et de pension, il y a peut-être un dernier qu'on pourrait citer, On quitte les palaces, là, c'est vraiment terminé. parce que tu sais, la note commence à être salée. Donc on Oui, va, c'est on va clair. se déplacer au niveau des pensions. Et vu qu'on parle de note salée pas loin de l'océan, donc on a l'océan mer d'Alessandro Barrico, qui en fait va mélanger œuvre de fiction et moment historique. Donc il y a eu le drame du radeau de la Méduse. Donc ça a fait suite au naufrage d'un vaisseau français, avec une bonne partie de l'équipage qui a dû essayer de survivre sur un radeau de fortune qui avait été récupéré de ce navire et qui a dérivé pendant des jours. Et donc il y a eu pas mal d'horreurs sur ce radeau aussi, avec notamment du cannibalisme et je pense aussi quelques meurtres. Et dans cette œuvre, Océan-Mer, donc c'est un mélange de cette histoire. Donc l'histoire commence à s'immiscer un petit peu au fil des pages. On comprend qu'il commence à discuter de ce thème-là. Et puis à côté, il y a aussi la pension sur cette île ou cette presqu'île où on a 7 âmes qui vont se retrouver au bord de la mer et qui ont des parcours et des destinées différentes. Donc il y a par exemple un peintre qui va vraiment peindre ses toiles à l'eau de mer. Il termine avec chaque fois un canevas, une toile qui est vide, mais qui passe quand même ses journées à regarder l'océan et à peindre. Et ils sont tous venus pour soigner leurs maux au bord de la mer. Et puis, en vague de fond, il y a donc cette histoire du radeau de la Méduse, avec notamment 2 des pensionnaires de cet établissement qui sont des naufragés de ce drame maritime et qui s'en rendent compte, qui commencent à
il y a une sorte de tension qui se crée entre ces deux personnages. Donc on a vraiment cette œuvre de fiction qui va flirter avec une sorte de réalisme magique et avec des histoires qui dérivent. Et donc, c'est du réalisme magique. Ça m'intéresse, ça. Il y a une petite partie réalisme magique. Ok. Je ne me souviens plus vraiment dans quelle mesure, mais je pense qu'on pourrait quand même la classer un petit peu là-dedans, étant donné c'est vraiment le fait qu'on va mélanger comme ça deux lignes narratives et elles vont commencer à s'entrecouper avec ces deux pensionnaires, par exemple, qui étaient sur le radeau de la Méduse il y a quelques centaines d'années et qui sont là aujourd'hui aussi dans cette pension, qui s'y retrouvent un peu là par magie, par hasard. On ne nous explique pas évidemment comment ils y sont parvenus. Ça fait partie aussi du style et de l'histoire. Ça, je pourrais le conseiller aussi pour clore cet épisode au bord de la mer. Et voilà qui termine un nouvel épisode de Curls. À la prochaine.